spectateurs qui ce soir formaient notre public, notre public, notre public. Ici, boisson et façon tragique, respectez ce lieu public. Coupez vos GSM et autres mécaniques, mécaniques, mécaniques. Nous vous dirons à l'oreille en musique que vos petites gueules sont bien sympathiques. On dirait que ça se couvre. C'est pas dit. Je te dérange pas? Jamais. Tout va. Tout. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne. Oh, je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Ah bon? Oui. Quand c'est arrivé? Oh, bah, il y a de ça 1 heure. Bon, disons 1 h 30. C'est tout récent. Ah, bah oui, mais t'es le premier à le savoir, hein. Ça me touche. C'est normal, t'es mon frère. C'est vrai. Aîné en plus. Beaucoup? De quoi? T'es devenu beaucoup plus intelligent que moi? Ah oui, j'ai l'impression, hein. Tant qu'à faire. Bah, c'est que ça faisait longtemps que je le voulais aussi. Ça ne se voyait pas. Ah, mais depuis l'âge de 5 ans. Ah oui, ça fait un bail. Ah, bah oui, mais tout petit déjà, je me disais, oh, André, qu'est-ce qu'il est drôle. Et il est pas tout le monde, et puis il y a plus qu'on écoute. Mais un jour, ça sera moi, hein. Un jour, j'arriverai à faire mieux que lui. Bon, dans un premier temps, aussi bien. Et puis très vite mieux. Par étapes, quoi. Exactement. Ça fait donc 34 ans que tu veux être plus intelligent que moi. Oui. C'est énorme. Oui, mais j'ai traîné, hein. Lambiné, même. Ça devait te faire peur. Ah, ben très. J'osais pas me lancer. Pourtant, j'en avais très envie, hein. Bah, et surtout les dimanches après-midi chez mamie, quand tout le monde m'appelait Concon, tu te souviens? Très bien. C'est aussi comme ça qu'on t'appelait à l'école, non? Oui, et au catéchisme. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que je me lançais dans un sacré boulot, tu vois. Tu parles. Et puis il y a de quoi, 6 mois, j'ai décidé de sauter le pas. Comme ça, d'un coup. Ah non, 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 c'est quand je t'ai vu à la télévision parler de ton dernier livre. Tiens. Oui, quand je t'ai vu rencontrer les colères de l'oncle Pierre, la petite Lisette qui s'écorchait les genoux, la chasse aux grenouilles, ou la noyade de mamie, je me suis dit, bah quand même, j'aurais pu tout raconter pareil, je connais tout par cœur. Et même l'accident du charcutier que t'as oublié entre parenthèses. Le gros Paul, exact. Bah oui, quoi, parce que ta vie, en quelque sorte, c'est un peu ma vie à 2 ans. Enfin, je veux dire, à 2 ans de plus. Enfin, je veux dire... Tu veux dire que je suis né 2 ans avant toi? Voilà, c'est ça. Alors forcément, mais comme j'entendais le présentateur qui disait sans cesse « On est saisi par la justesse » ou « Quel souvenir bouleversant » ou l'exactitude de l'évocation, je me suis dit « Ben Jacques, quand même, l'intelligence c'est pas la mer à boire, vas-y, saute !» Et j'ai sauté. Tu veux dire que tu as écrit? Pile, oui, j'ai commencé justement par l'accident du charcutier. Et puis je l'ai fait lire à mon patron. Tu le connais, mon patron? Je ne crois pas. Oh, un type très fin, très sensible. Ah, il a commencé en travaillant ses abdos, maintenant il a 3 salles de gymnastique, hein. En effet. Ah bah oui, mais c'est un vrai fan, hein. Bah, c'est quand il a su que j'étais ton frère qui m'a engagé au talcage. Ah bon? Ah bah oui, il a dit « Le frère du grand André Lamotte ne peut pas rester sans travailler ». Une vraie admiration. Je suis flatté. Ah bah oui, mais c'est justement pour ça, comme j'ai compris qu'il aimait tes livres, et que c'est en quelque sorte grâce à toi que je talquais les agrès chez lui, que je me suis dit « Je vais lui faire lire l'accident du charcutier ». Bonne idée. Il a aimé? Ah oui, 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 beaucoup, hein. Et il m'a dit « Jacques, tu devrais commencer par le début ». Le début. Ah bah oui, étudier, lire avant d'écrire. Il a l'air bien, ce type. Ah bah oui, surtout très fin et très sensible, hein. Alors forcément, bah justement, moi, je l'ai écouté et j'ai lu. Bah, attention, hein, j'ai tout lu, hein. Très bien. Ah, la rhétorique, la logique, le paradoxe, la satire, la pensée abstraite, la pensée logique, tout, tout, tout. J'ai rien laissé au hasard. Même les choses pas très importantes, je les ai étudiées. Comme les sentiments, par exemple. Tu as bien fait. Ah bah oui, mais c'était une pointure aussi, hein. Ah, il n'aurait pas fallu que je te mette, je sais pas moi, 3 longueurs en dialectique, et puis tout d'un coup, tu bifures sur l'amour ou la haine. Bah moi, je suis marron. Bien sûr. Mais tu sais, j'ai bien aimé ça, hein, moi, de l'apprendre, quoi. Les sentiments, c'est vrai. Mais oui. C'est très amusant, les sentiments. Oui, et puis il y a beaucoup, beaucoup moins à apprendre que pour l'intelligence. Je me rends pas bien compte. Ah ben si, il y a quoi? Il y en a une dizaine qui comptent. Ah, la pitié, l'envie, la jalousie. Ben tiens, regarde la jalousie. C'est un fameux, là, celui-là, il est costaud, hein. Oui, c'est un gros. Ah ben oui, ben 2 bouquins épais comme ça. Et attention, hein, pas l'envie, hein, juste la jalousie, hein. Ça ne m'étonne pas. Et si tu veux, je peux te les récupérer, les réciter par cœur tous les 2, hein. Très bien. Et c'est vrai que je suis pas plus fier de moi, c'est vrai. Et moi donc? Ben c'est ce que je me suis dit. Ben pour une fois, il va être fier de moi, le frère aîné. Tu peux le dire. Oui. Bon ben, il me reste plus qu'à aller l'annoncer aux parents, hein. Ça va les surprendre. Ah oui, oui, probablement, oui. Même peut-être me faire de la peine. De la peine. J'en ai peur. Bah pourquoi? Jacques, maintenant que tu es plus intelligent que moi, je me sens plus libre de te dire que papa et maman Ben vas-y. m'ont toujours préféré à toi. Ah ben oui, ben c'est normal, il n'y a pas photo. Ils n'allaient pas préférer Concon quand même. C'est pour ça.
Quand ils vont apprendre que leur fils préféré est moins intelligent que Concombre, j'ai peur que ça les attriste. C'est pas faux. Toi qui connais bien les sentiments. Ah ben justement, je l'ai fait passer comme ça dans ma tête, mais j'hésite entre pitié ou compassion. Ou générosité, mais enfin je suis pas un spécialiste. Bah non, générosité c'est une vertu, hein, c'est pas un sentiment. Excuse-moi, je t'ai prévenu, je suis pas un spécialiste. Mais remarque, c'est pas mal générosité. Et puis ça va bien dans ce cas précis. Non, je crois que je vais m'en servir pour ne rien leur dire. Comme tu le sens. Oui. Les moments me sont chers. Écoutez-moi, Thésée, c'est moi qui, sur ce fils chaste et respectueux, osais jeter un œil profane, incestueux. Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste, la redoutable Énone a conduit tout le reste. Elle a craint qu'Hippolyte, instruit de ma fureur, ne découvrît un feu qui lui faisait horreur. La perfide, abusant de ma faiblesse extrême, s'est hâtée à vos yeux de l'accuser lui-même. Elle s'en est punie, et fouillant mon courroux, a cherché dans les flots un supplice trop doux. Le fer aurait déjà tranché ma destinée, mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. J'ai voulu devant vous, exposant mes remords, par un chemin plus doux descendre chez les morts. J'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà jusqu'à mon cœur le venin répandu, dans ce cœur expirant jette un froid inconnu. Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage, et le ciel, et l'époux, que ma présence outrage. Et la mort à mes yeux, dérobant sa clarté, prend au jour qu'il souillait toute sa pureté. Bravo. Tu lui dis bravo, c'est tout. Je ne demande pas de te répondre en compliment, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Attention qu'il sonne comme un papy, d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te le faire répéter. Je ne peux pas. Tu peux pas lui dire bravo? Non. Un petit bravo? Non. C'est quoi, c'est le mot qu'il gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Déjà, si tu le dis comme bonjour, déjà, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus. Vraiment, pas plus. J'ai haï cette soirée, Louis. Je sais pas si tu te rends compte, mais j'ai tout détesté, tout. Le décor, la pièce, les costumes, et elle. Surtout elle. Justement, comme ça, t'es pas obligé de dire que t'as pas aimé. Tu lui dis bravo, juste un petit bravo, et t'es débarrassé. On n'en parle plus, c'est fini, et moi j'enchaîne. Tiens, sa loge est là. Non, mais je te dis, j'y arriverai pas. Tu as vu, elle nous a placés au 6e rang d'orchestre, parmi les gens connus. Hein? Elle n'était pas obligée. On n'est pas célèbre, c'est même tout le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Non, mais moi, j'ai éprouvé aucun plaisir. Et c'est pour ça que je te demande pas de lui dire merci. Alors là, oui, merci, ça aurait pu avoir un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, c'est rien ça, bravo, c'est quoi? C'est un sourire, non, pas un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Non, mais écoute, je te dis que j'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois. Oui, bravo, bravo. Ça glisse tout seul, on se rend pas compte qu'on a dit. Ça file, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, t'as pas vraiment la sensation de demander pardon, de réclamer l'absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur lequel tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt. Comprenons que c'est pas un goujac attaché sa veste, mais un homme bien élevé. Et le devient à son tour en disant je vous en prie. Phrase dont tu n'as pas non plus saisi le sens. Sinon, l'idée de se courber devant toi, main jointe en te priant, lui aurait ôté toute l'envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dite. Et vous séparés, sans guerre, sans insulte, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont remplacé chez l'être humain le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que je te demande de te dire un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta soeur parler pendant 3h30. Parler, j'ai cru que j'allais mourir. Et maintenant, toi, tu t'y mets? Mais c'est une histoire de fou, c'est contagieux, quoi. Si tu as l'intention de continuer, dis-moi tout de suite, là, parce que je te préviens, avec toi, ce sera pas comme avec Simone. Je pars.
Je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens jamais. Je suis à bout. Tu es au courant qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort, c'est de dire bravo à son adversaire? Ça, c'est un très mauvais exemple. Je hais le Japon. Ah, dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? Aider à mieux comprendre, à mieux te comprendre, et oublier 2 minutes ta tête d'occidental buté. Ne va pas trop loin, Louis. Je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, c'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Et oui, c'est ça la grandeur suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie, bravo. Parce qu'en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qui se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu te refuses de te dire bravo en disant un petit bravo à Simone, ça te regarde. Mais un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que je suis resté là sans broncher, sans dire un mot, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça j'ai vu, tu l'as gardé ta montre. Mais tout le temps, tout le temps. À un moment donné, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée pendant sa longue tirade avec le barbu, le mari. Je me suis dit, la gare, c'est le tien. 800 personnes coincées dans leur fauteuil, elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir, je sais pas. N'exagère pas, tu n'es pas mort. Ah non, non, en effet, je ne suis pas mort. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que je me suis mis à me répéter un mot, un seul mot, un mot magique. Entracte. Molly, Oui, papa? je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique? Pardon? Oui, tu as parfaitement entendu ma question. Je n'ai pas comprise, papa. Quand je dis Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi? Tu veux rire, papa? Ah non, pas du tout. Ben alors, pas du tout. Mais parce que je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique? Oui, papa, depuis 28 ans. 28 ans. Ah. Et tu as quel âge? 28, justement. Justement, je ne suis pas comptable. Je suis ton père, simplement ton père, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a appelé Monique? Toi, je suppose. Quand, s'il te plaît? À ma naissance, probablement. Écoute-moi bien, Monique. Je sais bien que je suis loin d'être le plus parfait des hommes. Je bois de la bière, je suis trop agressif avec les voisins, je mange de la blanquette de veau en cachet, et c'est vrai, je n'ai pas de passion pour le théâtre. Mais de là à appeler mon enfant Monique, à sa naissance en plus, un tout petit bébé, sans défense? Ah non, ma chérie, ton papa n'est pas capable de ça. Alors c'est maman. Ta mère. Quand ce n'est pas le père, c'est la mère qui donne le prénom, non? Fais très attention à ce que tu vas répondre, ma chérie. Tu affirmes là, devant moi, que ta propre mère t'aurait appelé Monique. Mais enfin, papa, qu'est-ce qui te prend? Parfait, on va en avoir le cœur net. Allô chérie, c'est moi. Je te dérange? J'en ai pour 2 minutes. C'est notre grande fille. Oui, elle vient de m'affirmer qu'elle s'appelait Monique. Tu as bien entendu? Monique. Ça l'étonne beaucoup. Et elle dit que c'est toi qui lui aurais donné ce prénom à sa naissance. Oui, toi? Bah, bien sûr que je te crois, hein. Tu la connais butée comme elle est. Oui, bon. Vas-y. Elle a un monde fou, magasin. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a demandé si je plaisantais. Moi aussi, je te le demande, papa. Donc, tu n'en démords pas. Qu'est-ce que tu veux? Que je te montre mon passeport? Ton passeport? Mais oui. Quel crétin je fais? Bien sûr, c'est le nom de ton mari. Tu t'appelles Monique, Madame Monique. Ah, la coquine. Je ne courais pas, je Papa, marche. je n'ai pas de mari. Tu n'as pas de mari. Non, j'ai un ami. Alors comment se fait-il que tu portes son nom? On peut s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique? Qu'est-ce que tu me racontes là? Je ne te raconte rien, papa. Ça y est, c'est cette nouvelle loi qu'ils ont faite pour les homosexuels. Ton mari est homo, et tu as honte de me le dire. Mais ma pauvre chérie, tu connais très mal ton papa. Sache que si tu es heureuse, je le suis. Peu importe avec qui tu vis. Cela dit, c'est quand même une chance que nous ne t'ayons pas appelé Monique. Hein. Tu te rends compte aujourd'hui? Tu t'appellerais Monique. Papa, tu devrais te reposer. Me reposer.
me reposer alors que ma propre fille refuse de me dire son nom. Et ça, crois-moi, c'est plus scandaleux que d'avoir épousé un pédéraste. D'ailleurs, je te demanderai d'annoncer la nouvelle en douceur à ta mère. Tu la connais. Tu sais comme elle est tatillonne. Dès qu'on s'écarte d'un millimètre de la réalité, elle devient folle. Tu te souviens de mon mariage avec elle? Je n'étais pas née, papa. Tu n'étais pas née quand on s'est mariés? Non, papa. Tu sais que c'est à cause de toi qu'on s'est mariés. Ta mère voulait absolument un enfant, mais dans les règles bien entendu. Bon, mariage. Je n'arrive pas à le croire. On a fait ça pour toi et tu n'es pas venu. Même pas au cocktail? Après? Même pour trinquer? Partager une coupe? Nous souhaiter, je ne sais pas moi, nous souhaiter tout bonheur du monde. Merde, on n'était pas contents. Mais papa, je n'étais pas conçue, tu le sais bien. Maman n'aurait jamais accepté de se marier enceinte. Ah, ça c'est vrai. J'imagine mal Yolande se présentant devant le maire, pire encore devant le curé, avec un péché dans l'abdomen. Mais- Tu dois avoir raison. Mais qui est Yolande? Ta mère, ma chérie. Maman s'appelle Nathalie, papa. Non, ma chérie. Ta maman s'appelle Yolande, comme sa sœur, sa tante, sa cousine, sa mère, sa grand-mère. Mais je croyais qu'elle était la seule à ne pas s'appeler Yolande. Non, ma chérie, elle n'y a pas coupé. Comme toutes les filles de la famille, elle s'appelle Yolande. Je sais, ça doit te faire un choc. Ça, apprendre à 28 ans que sa mère ne s'est jamais appelée Nathalie. Tu te rends compte, j'espère? J'ai tout fait pour que tu l'apprennes le plus tard possible. Mais je savais qu'un jour, je devais te dire la vérité. Mais pourquoi vous m'avez menti? Ah, c'est moi qui ai voulu, quand tu es né, qu'on appelle ta maman Nathalie. J'avais peur qu'on se moque de toi à l'école. Que tes copines rigolent en apprenant que ta mère s'appelait Yolande, comme sa sœur, sa cousine, sa tante, sa mère, sa grand-mère. Qu'elle était la 27e Yolande de la famille. Qu'on te demande pourquoi, chez toi, on était incapable de trouver un autre prénom pour les filles. Et que dans l'impossibilité de trouver une réponse sensée, tu commences à douter de la santé mentale de ta famille. Et te demander si tu ne faisais pas partie d'une famille de tarés, dupliquant le prénom de cette femelle à l'identique, Yolande après Yolande. Tu étais ma petite fille. Et je voulais t'éviter ce genre de pensées qui ne sont pas bonnes pour les petites filles. Une petite fille, ça doit courir dans les prés, dire des poésies, apprendre l'espagnol, préparer sa communion solennelle, penser au prince charmant qui viendra et qui l'épousera un jour, même s'il est homosexuel. D'ailleurs, quand on voit comment sont accoutrés les princes charmants, il ne faut pas s'étonner qu'ils préfèrent les garçons et que les filles les attendent en vain. Sauf toi, ma chérie. Toi, tu as su en coincer un. Et pourquoi? Parce que tu es bien dans ta peau. Et si tu es bien dans ta peau, c'est parce que tu n'as jamais su que ta mère s'appelait Yolande. Et c'est pour me cacher que moi aussi je m'appelle Yolande que vous m'avez appelée Monique. Mais tu ne t'appelles ni Yolande ni Monique. Alors comment je m'appelle? Ah. Voilà la question. La bonne question. Tu m'as quand même intitulé. Donné un nom le jour de ma naissance. Tu ne m'as pas sifflé. Bien sûr, pour qui tu me prends. Et tu ne t'en souviens pas. C'était il y a 28 ans, ma chérie. 28 ans. Tu te souviens de ce que tu faisais, toi, il y a 28 ans? Je venais au monde. Oh, c'est trop facile. Trop vague. Je te demande un souvenir précis. Un bruit, une odeur, une image. Moi, par exemple, penché sur ton berceau. Le nom avec lequel je t'appelais, que je susurrais à ton oreille, même approximativement. Une voyelle. De quoi nous mettre sur le bon chemin. Tu te rends compte? Avec un cerveau tout neuf, bourré de neurones frais, tu n'as pas su enregistrer le prénom que te répétait ton papa en te donnant le biberon. Et tu voudrais que moi, un homme usé par les ans, je puisse me souvenir de... Je te demande pardon. Bon, ce n'est rien. C'est l'ingratitude de ton âge. On passe tous par là. C'est normal, à 26 ans. 28. 28 quoi? 28 ans, papa. Ah oui, 28. Pardon. Oh, tu es bien la fille de ta mère, hein? Précise, maniaque. Ça va pas, ma chérie? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Tout va bien, papa. Oh non, je te connais. Tu es ma fille, mon unique enfant. D'accord. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Mais pour le reste, rien de toi ne m'échappe de la tête aux pieds. Et là, je vois bien que tu es préoccupé tout à coup.
Et ça vous arrive souvent? À chaque fois que je prends le train. C'est peut-être le roulement. Ouais, je sais pas. Le roulement, ça rend souvent penseur. En tout cas, dès que je vois défiler à travers la vitre toutes ces villes, ces routes, ces fermes, aussitôt je me demande ce qui pousse les hommes à faire toutes ces choses, à marcher, à conduire, à attendre le bus, à sortir les vaches, à aller dans un sens, à courir dans l'autre. Je vais vous demander de pencher légèrement votre tête à droite, merci. Et quelle force les pousse à faire toutes ces choses plutôt qu'à ne rien faire? Parce qu'il doit bien exister une force, ils font pas ça d'eux-mêmes. Je commence par un centimètre partout, et puis vous me direz. Labourer, traire, rafistoler une durite, cossigner un bail, stocker des hydrocarbures. Mais pourquoi fait-on ça? On est en droit de se poser la question, non? Stocker des hydrocarbures. Il sera toujours temps de faire plus court si vous souhaitez. Assaisonner, joindre, vernir, pédaler. Oh ben franchement, pédaler. Vous trouvez ça normal, vous, de pédaler? Oui, j'ai l'impression, oui. Et vous tenir debout? Me tenir debout? Oui. Vous trouvez ça normal de vous tenir debout, les deux pieds là, sur le carrelage? Oui. Eh ben ça l'est pas. Ah bon? Non. Vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air? Oui. Mais quelque chose vous en empêche. Il existe une force qui vous contraint, comme 7 milliards d'êtres humains, à rester collés les deux pieds sur la Terre. Non. Si. Ça alors? Si, c'est l'attraction universelle, découverte par Newton en regardant tomber une pomme. Un Anglais? Oui. Et il s'est posé cette question. Pourquoi est-ce que la pomme tombe par terre? Est-il naturel qu'elle se dirige vers le sol? Ils sont incroyables, ces Anglais. Oui. Et aujourd'hui, moi, je vous demande, électrifier une zone, discuter le bout du gras, améliorer la race chevaline. Vous trouvez ça naturel? Vous voulez dire par rapport à la pomme? Par rapport à l'homme, Georges. Pourquoi massicoter? Pourquoi piloter? Pourquoi reprendre un ourlet? Pourquoi repeindre la cuisine? Pourquoi? L'instinct de survie? L'instinct de survie. Oui, enfin, sauf peut-être pour le rouler. Mais c'est à prendre avec des pincettes. Mais c'est une opinion de coiffeur. De coiffeur de Châtillon, pas plus. Eh bien, dans ce cas-là, puis-je vous demander qu'est-ce qui nous pousse à suivre cet instinct de survie, comme vous dites? Je ne vois pas. Allez, ouvrez les yeux, hein, Georges. Vous sautillez autour de moi depuis 20 minutes, sanglé dans votre beau tablier bordeaux et cliquetant vos ciseaux avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça naturel? C'est ce que me dit ma femme quand je rentre de Non, mais là. avouez tout de même qu'il y a une force qui vous pousse à consacrer chaque jour ouvrable de votre existence à démêler la tignasse de vos semblables avec un petit râteau en corne synthétique. Ne me dites pas que cette action saugrenue est consubstantielle à votre être profond. Vous n'êtes tout de même pas né pour passer la tondeuse dans la nuque de vos contemporains du matin au soir. Ah oui, c'est ce que me dit ma femme. Hein. Est-ce qu'elle vous dit aussi que votre génome a très peu de chances d'avoir été programmé pour brocher, teindre ou tondre? Non, elle ne me le dit pas. Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Non, je ne me souviens pas. Georges, comment vous dire? Si vous n'avez pas de souvenir pour le désir prénatal pour le shampoing, il y a quelque chose que je dois vous dire de très important. J'aimerais tellement pouvoir répondre. D'habitude, je communique beaucoup mieux avec ma clientèle. Oui, je comprends. Je suis navré, Georges, excusez-moi. Mais même si vous êtes persuadé du contraire, je n'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeur? C'est vrai que mon père n'était pas tout à fait pour. Mais attention, il ne m'a jamais empêché. Mon père avait ses idées, mais c'était un homme très doux, qui n'aimait pas la bagarre, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'aimait ni recevoir des coups, ni en donner. Il préférait être d'accord. Il disait qu'être d'accord, c'est bon pour la santé, que ça permet de vivre plus vieux. Mais attention, il ne m'a jamais empêché. Il m'a même aidé à acheter mon premier salon. Mais bon, vous dire qu'au fond de lui-même, il n'espérait pas autre chose pour son fils. Ah, et pourtant vous l'êtes devenu. Il y a donc bien quelque chose que vous ne maîtrisez pas et qui vous a contraint à cette activité, que non seulement votre père éprouvait, mais qui même pour vous, soyez honnête, a quelque chose de totalement incompréhensible, ne serait-ce que par rapport à votre physique. C'est vrai que j'ai un physique de chanteur. Non mais je vous parle pas ça, Georges. Moi je vous parle de votre physique d'homme, de mammifère évolué, de grand singe bipède. Croyez-moi, quand on vous regarde développer votre mètre 70... Vous êtes généreux, 1m60 à peine. Ah mais avec vos membres supérieurs puissants, c'est votre cage thoracique impressionnante, cette mâchoire capable de réduire en bouillie n'importe quel aliment. Croyez-moi, quand on regarde vos narines, vos oreilles et vos pieds, on ne peut pas imaginer que vous ayez été conçu pour vaporiser de la laque. Pas plus que la pomme n'a été faite pour tomber dans l'herbe. Vous pensez qu'il fait fausse route, c'est ça? Oui. Et quelque chose vous y a forcé.
Comme cette foutue loi de l'attraction universelle qui nous pousse à rester collés sur la Terre. Pourtant, croyez-moi, quand on vous regarde, on voit bien qu'il aurait suffi d'un ou deux battements pour que vous filiez au-dessus des nuages. Maintenant que vous me le dites, c'est vrai qu'il m'est déjà envie de voler. Mais tout doucement, vous savez, pas bien loin. En passant par la mairie, l'étang de Passy, puis revenir par le boulevard Jean Moulin et ses platanes. Donc vous voyez, ni vite, ni loin. Quoi? Il y a un stylo dans le salon. Je suis dans la salle de bain. Il y a un stylo dans le salon. Il est debout. C'est toi qui as pris le coupe-ongle. Il mesure 3 mètres. Je l'avais mis sur la baignoire. C'est un gros stylo. Il a crevé le toit, papa. Qu'est-ce que tu racontes? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gros stylo, papa. Ah oui, énorme, tu dois dire. Oh là là, il doit bien faire 5 à 600 kilos, hein. Il est en plastique. Oui, c'est un vrai. Liliane! Je suis dans la cuisine. Il y a un stylo d'une demi-tonne dans le salon. Oh, mais j'ai pas compris. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Papa vient de te le dire, un stylo d'une demi-tonne. Un stylo, tu veux dire? Frédéric, tu es sûr que c'est un stylo Bah, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Je sais pas, moi, un dimanche à 9h du matin, c'est pas forcément... Enfin, Liliane, tu n'es pas aveugle, hein. Tu vois bien le capuchon, le corps où passe l'angle, la pointe en métal, avec la vie. C'est toi? Moi quoi? C'est toi qui as commandé un stylo d'une demi-tonne? Pourquoi j'aurais commandé un stylo d'une demi-tonne? Parce que la semaine dernière, tu as commandé un panier. C'était pour le jardin, maman. Oui, mais c'était un panier d'une demi-tonne. Frédéric, tu es sûr que ce n'est pas toi? Mais à qui est-ce que j'aurais commandé ça? Je ne sais pas moi qui fabrique ces histoires-là. Tu le sais, toi? Non. Ah, tu as surfé. Surfé. Mais sur Internet, comme au mois de janvier, tu te souviens pas? Les tables de billard chauffantes, 3 qui nous en ont livré Internet. Et en plus, avec leur camion, ils nous ont escalté la pelouse. Ça n'a rien à voir, hein, Liliane. Et maintenant, ils nous cassent le plafond. Mais qui conduit chez Internet? C'était une erreur. Les tables de billard chauffantes, c'était une erreur. Une erreur informatique. Ils se sont vite rendu compte que ce n'était pas pour nous, qu'ils s'étaient trompés d'adresse. Et ça, tu crois que c'est pour nous, papa? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'y ai pas surfé. Hein. Mais alors, tu peux me dire d'où ça vient? Il n'y a pas d'étiquette. C'est peut-être un cadeau? De qui? Du ciel? Oh, c'est vrai, ne dis pas n'importe quoi. Putain, le rationalisme! Frédéric, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers? Les pompiers. Tu vas appeler les pompiers un dimanche matin à 9h pour un stylo. Avec tous les morts sur la route? Alors, on fait rien? Frédéric, je te parle. On fait rien? On ne fait rien, on ne fait rien. On en profite. Je vois, tu veux récupérer l'encre? On ne profite pas du stylo Liliane. On profite de l'événement. Ce n'est pas tous les jours qu'un instrument d'écriture de cette taille transperce le toit de votre maison. Reconnais que c'est rare, maman, surtout dans la Creuse. C'est vrai. Ta famille est originaire de la Creuse depuis 5 générations. La Creuse est un département magnifique qui nous a procuré beaucoup de joie, de beaux enfants, remplis d'histoire, de géographie, des animaux superbes et des fleurs multicolores. Alors s'il te plaît, sois-en fier de ce département plutôt que de le rabaisser. Déjà qu'avec son nom, la Creuse, tout le monde croit que c'est un département qui descend, qui est au fond du trou. Alors qu'en réalité, il est très concave et très au-dessus des autres. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi la Creuse. Qui? Lui. Lui? Tu l'appelles lui? Mais comment veux-tu que je l'appelle? Il n'a pas de prénom. Un prénom? Tu voudrais qu'il ait un prénom? Je n'ai pas dit ça. Un gros stylo avec un prénom, ce serait génial! Mais qu'est-ce qui se passe, Frédéric? On dirait que ça te fait plaisir que ce machin-là soit arrivé chez nous. Pour une fois que ce n'est pas ta sœur qui débarque avec ses enfants, c'est une bonne surprise. Une bonne surprise! Tu es à jeun, c'est ça? Tu n'as pas pris ton café? Et puis c'est hyper top pour un dimanche. C'est tellement chiant le dimanche. C'est vrai, si tu étais croyant, tu ne dirais pas ça. Le dimanche, c'est un jour de joie, de lumière. C'est le jour où le Christ Jésus est ressuscité. C'est vrai, ça s'est passé aussi un dimanche. Comment ça aussi? Oui, le même jour, hein, c'est drôle. Mais Frédéric, tu vas pas comparer la sortie du Christ du tombeau avec
Rentrer dans ce machin-là en plastique chez nous. C'est quand même deux mystères, Liliane. Deux mystères, évidemment. Papa a raison, maman. Mais non, papa n'a pas raison. Parce que papa oublie que la résurrection du Christ, ce n'est pas un mystère, mais un miracle. Désolé, ça n'a rien à voir. Quand Jésus est réapparu après sa mort, il a été discuté avec les apôtres, puis il est monté au ciel. Rien de mystérieux là-dedans. Tout le monde l'a vu. Le stylo bio aussi, on le voit. Oh, c'est vrai, je t'en prie. À vous, on le voit parfaitement. Hein. Putain, et si c'était un miracle moderne? C'est vrai que je t'interdis. Un miracle à la maison, maman, je t'en Stop! Maintenant, stop! Tu veux que je recommence, c'est ça? Tu veux que je replonge? Tu sais, Claudine, c'est très facile, j'en meurs d'envie. Mais je n'ai pas dit ça. Alors qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Allez, vas-y, répète, tu crois que je suis sourd? J'ai dit que tu aurais peut-être pu essayer de t'en passer juste le temps d'aller acheter le sèche-linge au magasin. Pour une fois que tu m'accompagnes au grand magasin, pour une fois. La vérité, c'est que je te gêne, je t'embarrasse, c'est ça la vérité. Tu as honte de moi. Réponds, Claudine. Disons que je travaille au rayon ménager, au super ménager pour être précis. Je sais, ça, je sais. Et c'est la première fois que je retourne. En plus en tant que cliente, en plus avec un mari. Moi, la célibataire du grand ménager. Alors mets-toi à ma place, j'en m'étire. Et si j'avais une canne, hein, une béquille, un fauteuil roulant, tu me demanderais la même chose? Mais enfin, tu vas pas comparer un fauteuil roulant à une perruque Louis XV. Je vois. Tu préférais présenter à tes ex-collègues de travail un mari aux jambes mortes, hein, que tu pousserais devant toi sur l'escalator, plutôt qu'un mari qui porte des cheveux artificiels légèrement cendrés. Je rêve, là, Claudine. Dis-moi que je rêve. Enfin, Jean, tu vas pas me faire dire ça. Je te demande juste un petit plaisir d'un quart d'heure, pas plus. Et si je craque? Pas plus, un quart d'heure. On va dire bonjour à Monsieur Mercier. Oh là là, la Claudine. Elle a trouvé un mal, la Claudine, qui aurait pu croire ça. Quoi? Oui, c'est ce qu'il va dire, Monsieur Mercier est assez spontané comme chef de rayon. Et puis on lui commente le sèche-linge. Il va dire, oh là là, la Claudine, elle se paye un sèche-linge, qui aurait pu croire ça, la Claudine. C'est tout. On va payer à la caisse. Je connais Martine, on ne fera pas la queue. Elle va voir, oh Claudine, que ça me fait plaisir. Oh dis donc, il est beau comme un turc. Elle ne dira pas plus Martine, elle est courte. Quand elle a dit turc, elle a tout dit. Et on s'en va 15 minutes. Tu la retires 15 minutes et puis tu la remets. S'il te plaît. Et si ça me reprend comme ça d'un coup? Si j'en ai besoin, si je peux pas m'en empêcher, si j'ai le manque? S'il te plaît, j'aurais tellement aimé dire de toi chez Mediamar. C'est un peu ma famille. Et ailleurs? Quoi ailleurs? Oui, on peut l'acheter ailleurs, le sèche-linge, ailleurs que dans ta famille. Enfin, j'en ai tellement vendu là-bas maintenant que je peux m'en acheter un. C'est une revanche? Bah oui, c'est une revanche. Et avec un mari, c'est une revanche totale. Et si j'ai une perruque Louis XV, c'est pas une revanche totale? Oh bah non, ils vont se moquer de moi, ils vont dire que j'ai épousé un noble. Et c'est mal, un noble. Bon oui, ça fait vieux, ça fait ancien régime, surtout avec la perruque. Ils sont communistes chez Mediamar. Écoute, Jean, je ne veux plus que tu me poses de questions. Je te demande juste un petit plaisir au grand magasin. Pour moi, un plaisir au magasin, c'est comme un voyage de noces. Mais tu sais que j'ai tout essayé, Claudine, tout pour arrêter de fumer. Et rien n'a marché, rien sauf la perruque Louis XV. Qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? Par amour, on peut tout, Jean. Même se passer de tabac pendant un quart d'heure. L'amour, c'est un bouclier. La cigarette, elle traverse l'amour chez moi. Enfin, Claudine, c'est bien que je t'aime depuis plus de 10 ans, dur comme fer. Et t'as vu la couleur de mes bronches? Charbon, 2 corons. J'en rallume une et c'est le grisou tout pète. Allez, pleure pas mon canard, tu l'auras ta revanche. On va y aller au rayon grand ménager. Et je vais leur expliquer à ta famille, ils seront fiers de toi. Oui, fiers d'une femme qui préfère que son mari ait une perruque Louis XV plutôt qu'un cancer au poumon. Fiers de toi, oui. Le problème, Jean, c'est que ta perruque, elle ne fait pas Louis XV. Elle fait Louis XVI? Non, Louis XVIII? elle fait tante. Tante? Grosse tante, tarlouse, fiotte. C'est ça qu'ils disent, ces gens du quartier, quand ils te voient passer. Ils sont communistes, les gens du quartier? J'ai beau essayer de leur expliquer, ils m'ont rétorqué qu'un vrai homme, ça n'arrête pas de fumer. Les vrais hommes, ça fume comme Churchill. C'est vrai qu'il avait des couilles, celui-là. Seul contre des milliers d'avions allemands, fallait être un solide gaillard. Et moi, je serais fière d'amener un mari comme Churchill chez Mediamar. Oui, ça je comprends très bien, Claudie. Ça, ce serait une revanche totale. Acheter mon sèche-linge avec mon mari Churchill. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Et pas avec un PD. Bon, j'espère bien, dis donc.
Jean, Oui. je ne veux pas que tu meurs. Je me doute que si tu voulais que je meure, je vois pas pourquoi on irait acheter un sèche-linge. Bon, allez, si tu la laisses ta perruque au magasin, est-ce qu'au moins tu sais parler anglais? Ok. Oui, mais ça, c'est pas assez. As you like. Ah, ça, c'est mieux, merci. You are welcome. Ça va être la revanche totale. Happiness is letting your laundry dry at the window. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vieille phrase de Winston qui me revient. Pour vivre heureux, faites sécher votre linge à la fenêtre. J'ai l'impression que ça fait des siècles que nous n'avons plus marché ensemble, n'est-ce pas, Bob? Ah non, mais j'aimerais autant que tu m'appelles pas Bob. Oh, mais j'adore t'appeler Bob. Oui, peut-être, mais je te demande de t'abstenir. Pourquoi ça te dérange que je t'appelle Bob? On peut savoir pourquoi? Parce que je m'appelle pas Bob. Ah bah oui, mais je sais, merci. Hein. Je te signale qu'on est amis et associés depuis plus de 20 ans. Non. Je me demandais simplement pourquoi ça te dérangeait que je t'appelle par ce pseudonyme. Parce que... Même si ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir de m'appeler Bob. Ah bah très. Et pourquoi ça te fait très plaisir de m'appeler Bob? Oh bah ça, le plaisir. Est-ce que tu sais toi pourquoi ça te fait plaisir quand tu danses? Quand tu manges un bon steak? Quand tu fais du bateau, tiens. Ah oui, quand je fais du bateau, j'éprouve du plaisir parce que je suis en vacances. Ah bah moi c'est la même chose avec Bob. T'es en vacances quand tu m'appelles Bob. Bon, en quelque sorte, oui. C'est le moment le plus reposant du phrase. Bob. Ouais, j'ai l'impression de m'asseoir sur la plage, tu vois. Pas bien, non. Comment t'expliquer? Je mets les mots les uns derrière les autres comme les jours d'une semaine. Alors forcément, quand Bob arrive, c'est un peu comme le week-end. C'est frais, ça détend. Oui, mais tu n'as pas un ami qui s'appelle Bob? Ah si, bien sûr, on est même des tas. Tu comprendras aisément que je n'éprouve aucun plaisir à appeler Bob quelqu'un qui s'appelle déjà Bob. Et ta femme? Pourquoi ma femme? Mais pourquoi tu l'appelles pas Bob? Jennifer? Ah oui. Tu sais, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est dans le contrat. Alors si ça fait vraiment très plaisir à votre mari de vous appeler Bob, on se laisse appeler Bob. Mais je l'appelle déjà Gigi. Gigi? Oui, ou Gigiette. Ben justement, Bob, ça lui paraîtra léger. Oui, mais moi? Quoi, toi? Mais moi, la seule personne que j'ai envie d'appeler Bob, c'est toi. Oh, mais ça suffit maintenant, c'est non. Je crois qu'il te fait une fausse idée de Bob. Non, assiste pas, s'il te plaît. Oh, on va pas s'énerver pour... Non mais... Ah, arrête maintenant, tu veux bien? Je ne te reconnais pas, je ne sais pas ce que tu as, mais à mon avis, tu dois pas très bien aller. Hein. Si, je vais très bien, je te remercie. Puis à ton meilleur ami qui t'appelle Bob, ça ne te ressemble pas. Je m'inquiète beaucoup. Est-ce que tu es capable de garder un secret, Dan? Oh bah oui, si tu me le demandes. J'ai eu un arrière-grand-père, un arrière-grand-oncle même, qui s'appelait Bob et qui... Nom de Dieu, j'ai du mal. Oh, c'est-il difficile que ça? Tu peux toujours... Non, il faut que j'arrive, il faut que je puisse le dire, hein. Il faut que ça sorte enfin. Voilà. J'ai eu un arrière-arrière-grand-oncle qui s'appelait Bob et qui a violé le président des États-Unis. Oh merde! Il l'a attaché à une commode et s'est mis à pisser sur un tas de dossiers ultra confidentiels en plein milieu du bureau ovale. Oh non! En pleine guerre de sécession. Oh bah mon pauvre, je suis désolé, j'ignorais totalement. Il était général. Il voulait convaincre le président d'accepter son idée. 2 divisions nordistes devaient par un mouvement tournant attaquer les sudistes par le sud. Mais le président s'y est aussitôt opposé. Tant qu'il dirigerait le pays, les nordistes attaqueraient par le nord. C'était une question d'honneur. Alors oncle Bob s'est énervé et s'est jeté sur Lincoln. Ah bah oui, c'était Lincoln. Bah oui, tu te rends compte? On pourra dire qu'il n'aura pas eu de chance, celui-là. Enfin, grâce à une cousine qui connaissait bien le médecin du président, on a réussi à étouffer l'affaire. Ah bah ouf! Ils ont fait croire à un accident de chasse. Oncle Bob a été muté dans une compagnie de trappeurs en Alaska, mais pour ma famille, très proche de la Constitution, la honte était insoutenable. Oncle Andrew décréta le nom de Macpherson souillé à jamais. Nous devions changer de patronyme sur le champ. Il proposa que nous nous appelions dorénavant Rabbit, prétextant que le lapin était un animal qui avait toujours paru sympathique à l'humanité et que c'était surtout de sympathie dont notre famille avait besoin. Mais là, oncle Andrew s'est opposé formellement, précisant qu'il n'avait rien contre les lapins, mais que c'était faire fort peu de cas de nos 2 illustres ancêtres, John et Alan Macpherson, tombés héroïquement à la bataille de Yorktown pour l'indépendance de notre pays. La gloire qu'ils avaient amenée au nom de Macpherson aux côtés de George Washington était bien supérieure à la honte que lui avait infligée oncle Bob aux côtés de Lincoln. Voilà. La famille se rallia à cet avis et décida de garder Macpherson, mais de bannir à jamais Bob, en jurant sur la Bible qu'aucun de ses descendants ne porterait jamais ce prénom synonyme d'infamie. Voilà, tu sais tout. Je vois.
Mais sinon, crois bien que je n'ai rien contre Bob. Justement, tu penses pas que c'est le moment de couper le cordon ombilical? Enfin, je veux dire, tu vas pas traîner ça derrière toi toute ta vie. Cette culpabilité idiote. Après tout, mais c'est pas toi qui es le Lincoln. Hein. Oui, non, ça, je sais bien. Non, mais justement, brise tes chaînes familiales. Vas-y, libère-toi. Enfin, laisse-moi t'aider, laisse-moi t'appeler Bob. Ah non! Non, surtout, fais pas ça. Non, mais pourquoi? Mais c'est l'histoire ancienne, tout ça, de toute façon. Pas vraiment. C'est-à-dire? Quand j'entends parler le président des États-Unis à la télévision, je suis ému. Tu as envie de culbuter? Un peu. Enfin, je veux dire, quelque chose comme ça m'envahit. J'ai envie de saccager son bureau, d'écorcher sa secrétaire, de déféquer sur son ordinateur personnel. C'est génétique. J'ai les gènes d'oncle Bob, c'est putain de gènes. Et si en plus quelqu'un a le malheur de m'appeler Bob, la pulsion redouble d'intensité. Tout à l'heure, j'ai failli me ruer sur la Maison Blanche. Moi, j'adore la période qui va de Vinci à Warhol. Moi, j'aime que les impressionnistes soient des incompris. Moi aussi, beaucoup. Bon, ben, moi, je préfère la carte postale. À l'original? De loin. Vous savez que si tu plisses les yeux devant un Goya, ça fait comme un Renoir? Oui, je savais ça. Moi, je suis pour qu'on le rende tous égyptiens. Même la Vénus de Milo. Tout, je te dis. Moi, par contre, je suis sûre que les enfants regardent les sexes plutôt qu'à la télévision. Surtout les sexes classiques. Je ne sais pas si c'est Rembrandt, je ne sais pas si c'est Van Gogh, mais j'ai plus mal au pied. Alors là, plus du tout. En tout cas, c'est pas moi qui aurais mon portrait à côté d'un Picasso. On sent plus l'influence de l'Inde ici qu'au sous-sol. C'est une carpe? Oui, oui, c'est une carpe avec des oignons et un moulin. C'est flamand, hein. Début 17e. J'ai l'impression qu'on ne peint plus de carpe aujourd'hui. Pour ainsi dire plus, c'est vrai. En Flandre ou partout? Partout. C'est un phénomène international. Dommage. D'une façon générale, le poisson ne convient plus à l'art. Bon, il y a la littérature d'ailleurs. Tiens, Oh bah oui, il est très dur de trouver un roman de carpe. Enfin, je veux dire, un bon roman, quoi. Même un roman d'aventure? Bon, terminé tout ça, mon pauvre vieux. Ouais. Et les philosophes, idem. Ah, surtout les nouveaux. Rien sur ce qui peu ou prou est vertébré aquatique. Aucun mot. La nageoire, la branchie, l'écaille, totalement occultée. Bon, ça ne m'étonne qu'à moitié. On a fait le chemin, c'est vrai. C'est un peu comme si ça ne l'avait jamais existé. Il faut dire, c'est surtout l'esprit qui les intéresse, les philosophes, non? Ah oui, oui. Les idées, la pensée, la spiritualité, etc., etc. La fuite en avant, quoi. C'est un peu ça le problème, hein. Moi, je trouve que les gens pensent trop aujourd'hui. L'intelligence, il n'y a plus que ça qui compte. La tête, la cervelle qui fonctionne jour et nuit. Et on pense, et on fonce tout droit, mais pour aller où? C'est un peu ça le problème. Résultat, on ne peint plus de cartes. Juste. Très juste. La vérité, c'est qu'on s'éloigne chaque jour un peu plus des animaux. Ah, c'est-à-dire de nous-mêmes. Parce qu'on n'est rien d'autre que des animaux, en fait. Rien d'autre. Ah non, ça, rien d'autre, je peux t'assurer. On est des mammifères, Anne. Des mammifères, point trait. Oui, mais on vient du poisson. Oui, oui, oui. 3 fois oui. Qu'on le veuille ou non, le premier homme était un poisson. Des branchies ici, une vessie natatoire là, une nageoire locomotrice dorsale, caudale, abdominale, un système digestif extrêmement simplifié, des barbillons là, sensibles aux molécules dissoutes dans l'eau, et 2 gros yeux sur la tempe. Un point, c'est tout. Quand même, les enfants, quand même. À certains moments, il faut arrêter de faire l'autruche. Il a raison. Parce qu'à force de ne pas en parler, de nier nos origines, d'en avoir honte, de faire les malins qui vont sur la Lune, ça va mal finir. Moi, je vous le dis, on ne peut pas éternellement faire croire qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter. Tout à fait d'accord. tu veux dire qu'on s'est trop éloigné du poisson? Franchement, on n'a pas un peu charrié? Disons qu'on s'est éparpillé. Physiquement, surtout. Oh mais là aussi, tu sais, ça a bougé beaucoup. Oui, mais moi, c'est physiquement qui me frappe. Non, mais par rapport à la carpe, c'est impressionnant. C'est un peu perdu quand même, non? Bon, on a muté, on va pas se mentir, car on a tout bonnement muté. Oh, tout de suite, les grands mots. Ben, l'autre jour, j'ai rêvé que j'étais un dindon toute la nuit. Un dindon qui marchait dans l'air sur la montagne. Eh bien, je me sentais beaucoup mieux. Mieux? Oui, mieux qu'au bureau. Et pourtant, je savais bien qu'en tant que dindon, je n'aurais ni mon 13e mois, ni mon ordinateur portable. Pourtant, je me sentais mieux. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, j'ai vu la mer. Mais tu n'étais pas à la montagne? Si, mais j'ai vu la mer. Tu devais être dans les Peut-être. Il y a des dindons dans les Alpes-Maritimes? Plein.
Et je n'avais qu'une seule envie, courir vers la mer, retrouver la mer, aller dans la mer. Et transparent. Retrouver la mer, c'est-à-dire retrouver ta mère. Notre mère. Notre mère à tous? La Méditerranée? Non, avec un E, la mer. Comment avec un E? C'est pas deux E? Non, pas la Méditerranée avec un E, Anne. La mer avec un E. Notre mère à tous avec un E. Oui, mais tu le mets où, ce E? Ben, à la mer. Enfin, je veux dire au bout de la mer. Au bout du mot mer, si tu préfères. Au bout du moment. Anne, ce que voulait dire Carl, c'est qu'en en réalité, il voulait retrouver sa mère. Sa maman, quoi. Ah, mais pourquoi il l'a pas dit tout de suite? Voilà, ça c'est encore l'intelligence. Ça passe à gauche, ça passe à droite, ça dissèque, ça compare, et finalement, ça nuit à la compréhension, l'intelligence. En tout cas, Richard, ton rêve a le mérite de nous faire poser la vraie question. Pourquoi a-t-on quitté la mer, hein? Pourquoi on est sorti de l'eau? Pourquoi? Eh bien, ça c'est encore l'intelligence qui nous a fait faire cette connerie. Tu veux dire? L'esprit nous a fait flotter. Et si on faisait demi-tour? Qu'on retourne en arrière? Oui. Attends, tu veux dire vers la carte? Oui. Oh, elle est loin, Anne. Très loin, même pour toi. Oui, mais tout doucement. Tout doucement. Comme ça, en ondulant, légèrement, sans forcer. On essaie de se rappeler. Tu sens? On revient superficiel, tu sens? Pas beaucoup. Un peu. Un peu, c'est vrai. Non, ne frétillez pas. Tout doucement. Le ventre nu. C'est bizarre. J'ai comme des souvenirs d'Anne. Tout devient visible. Moi aussi, je me sens tout drôle. On va se diriger lentement vers le grand bassin, là-bas sur la place. Merci, Anne, merci. Tout doucement. Laissez-vous porter par le courant. Et on abandonne tout? Non, tu peux emporter une côte de porc. Ça y est, ça vient. Je me sens rien. On est mieux, nom de Dieu, ça s'arrange. On n'est pas les plus heureux? J'ai l'impression aussi. Vous allez voir, je suis sûre qu'ils vont se remettre à nous perdre.